Donc, dans cette présentation-ci, on se penche sur comment est-ce qu'on met en œuvre cette idée-là, d'octroyer des droits politiques indirects aux mineurs. Et pour illustrer la chose, et ce qui constitue pour l'instant le droit politique plutôt fondamental dans nos régimes politiques, le droit de vote, on va se concentrer sur la question du droit de vote pour ensuite aborder ou discuter les autres droits politiques. Et d'ailleurs, la réflexion jusqu'à maintenant sur cette question-là, c'est vraiment concentré sur le droit de vote, puis on n'a pas vraiment étendu la chose. Dans ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autres auteurs ou personnes qui suggèrent cette mesure-ci qui ont pris la peine de regarder un peu quels autres droits politiques on devrait aussi octroyer aux personnes mineures. Ceci étant dit, dans le droit de vote indirect, il y a, on peut dire, 3 éléments constitutifs. Le premier, c'est que la nature indirecte du droit de vote veut dire qu'il y a d'autres personnes qui votent pour eux. Et en l'occurrence, c'est leurs représentants légaux, et comme on l'a mentionné, habituellement, les représentants légaux naturels, si on peut dire, d'une personne mineure, ce sont ses parents. Il peut arriver que ça ne soit pas le cas. Si les parents sont décédés, ça peut être l'oncle ou la tante ou les deux. Ça peut être grand-maman, grand-papa. Ça peut être d'autres personnes. Ou si la personne était adoptée, ce serait là ce serait pas ses parents biologiques. Mais l'exemple type, c'est les parents. Et donc, c'est un peu l'exemple à 95%, mais d'un point de vue légal, là, formel, il faut parler des représentants légaux. Donc, si j'utilise parents, vous me pardonnerez là, pour ceux qui ne sont peut-être pas dans cette situation-là, c'est peut-être pour aller plus vite, pour simplifier. Et donc, le premier élément, c'est que la nature indirecte fait en sorte que on considère que les représentants légaux sont dans la meilleure position pour représenter les intérêts de ces personnes-là. Il y a une relation, bien sûr, naturelle entre le parent et l'enfant qui fait en sorte que le parent, quand il va voter, ne serait-ce que pour lui-même, il va nécessairement prendre compte déjà un peu de l'intérêt de ses enfants. Le problème, et ça c'est vertueux, c'est naturel, c'est logique, on peut, bien qu'on peut peut-être être en désaccord avec les choix de certaines personnes, il faut reconnaître que c'est clairement, peu importe les orientations politiques de la personne, c'est certainement qu'elle prend en compte l'intérêt des personnes qui sont à sa charge quand vient le temps de voter. Et donc, ceci pour dire que peu importe l'orientation politique des personnes, cette mesure-ci aurait un impact sur toute la ligne. Finalement, tous les partis devraient offrir des meilleurs services aux personnes mineures, puis mettre en place des politiques pour subvenir aux besoins des personnes mineures, peu importe leur orientation politique, peu importe le parti en tant que tel. Et donc, on parle d'un changement sur toute la ligne. Il n'y a pas un parti ou deux qui seraient plus affectés parce que, à moins d'avoir des partis qui auraient des votants qui soient plus parents que d'autres. Mais à part ça, considérant que ces votants-là vont sans doute être dans plusieurs formations politiques, toutes les formations politiques auraient tendance à évoluer et à changer sur cette base-là. Donc, ceci pour dire que techniquement, ça c'est un commentaire un peu parenthèse en passant, mais techniquement, c'est aux représentants légaux qu'on donne ce droit de vote-là. On a tout de suite un problème dans la foulée de ça. Ce problème, c'est qu'habituellement, il y a 2 représentants légaux par personne. Et puis, dans l'exemple typique, il y a maman et papa qui représentent bébé, enfant ou adolescent. Et donc, dans ces cas-là, bien sûr, il y a un ensemble d'autres possibilités dans une société, là, j'en suis bien conscient, mais vous me pardonnerez de sursimplifier. Mais étant donné qu'il y a souvent 2 représentants légaux, premièrement, il consiste à dire que quand il n'y en a pas 2 puis il y a juste une personne, c'est très simple, cette personne-là exerce l'entièreté du droit de vote. Quand il y en a 2, il faut procéder à une scission du droit de vote de la personne mineure et créer un nouveau élément dans notre système électoral qui serait le demi-droit de vote. Et donc, chacun des parents
aurait un demi-droit de vote pour chaque enfant qu'il a. Hein. Ce qui ça introduit un certain élément de complexité, mais ce qui n'est absolument pas insurmontable et ce qui est facile finalement à digérer pour un système comme le nôtre. Là, il y aurait des cartes d'identité pour les personnes mineures. Hein. Les parents devraient démontrer qu'ils sont effectivement les représentants légaux de cette personne-là. Et ceci étant fait, hein, ils pourraient ensuite exercer le demi-droit de vote en question. Les personnes qui auraient les 2 demi-droits de vote devraient à ce moment-là être en mesure aussi de le signifier dans ces cas-là. Hein. Puis donc, il y a certaines modifications qui doivent être faites, mais c'est absolument réalisable dans le cadre d'une n'importe quelle société en fait sur la Terre, hein, particulièrement dans celles qui sont matériellement plus avancées comme les nôtres. Ceci pour dire que, hein, pour être juste et rationnel, hein, il faut introduire cette idée-là de demi-droit de vote. Ensuite, il y a, puis c'est parfaitement techniquement réalisable. Hein. Ensuite, il y a un autre élément qui est que, bon, ça c'est une option, hein, mais c'est une option qui, je pense, serait intéressante à étudier. Hein. On pourrait octroyer un droit supplémentaire aux parents, dans ce cas-ci, hein, qui serait le droit de dire à partir de 14 ans, donc entre 14 et 17 ans, les parents pourraient décider, hein, au cas par cas, hein, d'émanciper politiquement leur enfant. Et ce que ça voudrait dire, c'est que le parent pourrait renoncer à exercer de manière indirecte ce droit-là et signifier à l'État qu'il accepte que son enfant, hein, exerce directement ce droit-là à partir de 14 ans. Ça ne veut pas dire que tous les parents s'en réclameraient, ils ne seraient pas du tout obligés de le faire, mais ça veut dire que s'ils décident qu'à 14, 15, 16 ou 17 ans, que la personne en question et que son enfant ou la personne mineure est apte à se représenter elle-même, elle pourrait signifier ça à l'État d'une manière ou d'une autre et permettre à ce moment-là à la personne mineure d'exercer directement son droit de vote. L'avantage d'une mesure comme ça, c'est que, évidemment, hein, ça permettrait là un peu de faire rentrer les personnes mineures dans le système politique, mais ça permet aussi aux parents de déterminer si, selon lui ou elle, hein, si l'enfant est comme mature, suffisamment mature pour pouvoir exercer ce vote-là. Il y a peut-être des personnes mineures qui ça les intéresserait tout simplement pas. Hein? Ce qui est bien correct. Hein? À mon avis, la politique, on devrait éviter ça avant d'avoir 18 ans à peu près. Hein? Peut-être 17, 18, là, mais en ce sens que, oui, ça les concerne, là, mais je veux dire, c'est pas nécessairement, dans l'état actuel des choses, un milieu très, très sain. Hein? Puis c'est pas nécessairement des débats qui sont très, très sains, en ce sens que ça se lance des roches, puis c'est un débat qui, puis il y a des mensonges, puis c'est pas la meilleure manière d'éduquer nos enfants que de leur montrer la chenoute politique qu'on a. Hein, essentiellement, c'est ça que je suis en train de dire. Mais ça, c'est un avis personnel. Hein, vous connaissez mon avis sur ce genre de questions-là. Mais, enfin, pour les gens qui auraient suivi le reste de mes présentations, mais essentiellement, hein, pour ce qui nous concerne ici, ce serait dans la capacité des parents. Hein, les parents auraient le droit de déterminer à quel moment aussi hein, ils veulent redonner ce droit-là à leurs enfants. Et peut-être que cette solution-là serait meilleure que de réduire le droit de vote. Hein. On a parlé ailleurs du droit de vote à 16 ans, on a mentionné l'idée. Je ne serais pas nécessairement contre, mais peut-être que si on compare l'idée d'émancipation à celle d'une réduction, qu'on pourrait en venir à la conclusion que ce serait plus sage de mettre en place un système où les parents pourraient émanciper la personne mineure puis leur donner ce droit-là avant l'âge de 18 ans. À 18 ans, ce serait bien sûr automatique et les parents n'auraient plus la possibilité de retenir ce droit-là, de l'exercer eux-mêmes. Et donc, hein, dans le système que je présente, il y a les représentants légaux, il y a des demi-droits de vote et il y a la possibilité, ça c'est une option, mais de donner un droit supplémentaire aux parents qui serait celui d'émanciper politiquement leur enfant. Ceci pour dire que, bon, il y a quand même un ensemble d'autres questions qui se posent, mais l'essentiel est là. Hein. Une des autres questions qui se posent,
par exemple, hein, c'est qu'est-ce qu'on fait en cas de divorce? Hein? Et là, ce serait une des questions supplémentaires qui devrait être reléguée aux juges. Hein? Les juges devraient déterminer si la charge supplémentaire qui est imposée à un des deux parents, hein, si un des deux parents qui a la garde, si cette charge-là justifie de lui donner les deux droits de vote, les deux demi-droits de vote pour la personne mineure, donc un droit de vote complet, ou l'exercice indirect de ce droit de vote-là complet, ou si il y a une répartition plus équitable des charges entre les deux parents, si à ce moment-là, chacun devrait conserver ses demi-droits de vote. Mais on comprend bien, encore une fois, qu'il faudra un peu aborder cette question-là, mais que ce serait essentiellement relégué à l'opinion puis au sens de la justice des juges. Il y a peut-être d'autres petites questions comme ça qui se posent aussi, hein, mais qui l'essentiel est dans les trois éléments constitutifs qui sont l'exercice par les représentants légaux, l'exercice indirect par ces personnes-là, la scission du droit de vote en deux demi-droits de vote dans les cas où il y a deux représentants légaux, et la possibilité, encore une fois, d'émanciper politiquement les personnes mineures à partir de 14 ans. Et donc, une fois qu'on a énoncé ça, hein, il pourrait être intéressant là, de se repencher sur les autres propositions concurrentes, hein, qui sont pour la plupart, pour la première de ceux-là plus connus, hein, mais qui ont beaucoup moins à mon avis, d'avantages, pas juste à mon avis, je pense que c'est objectif de dire que cette proposition-ci, ou du moins d'impact. Hein. La première de ces propositions-là, c'est de réduire le droit de vote, l'âge du droit de vote à 16 ans. Hein. Et là, la grande différence, hein, c'est que oui, ce serait peut-être intéressant pour les 16-17, hein, ça changerait un peu la politique, mais pas tant que ça, mais l'autre, c'est pas ça n'aurait certainement pas un impact majeur sur le système politique, en ce sens qu'on parle là de peut-être 2% de la population, hein, tandis que le droit de vote, tandis que les personnes mineures constituent 18 à 20% de la population. Et donc, d'octroyer des droits de vote, des droits politiques indirects à toutes les personnes mineures aura un impact majeur, sans faire de jeu de mots, là, sur notre système politique, tandis que réduire le droit de vote à 16 ans, l'âge du droit de vote à 16 ans, ça n'aurait pas de grand impact sur notre système politique. Bien que c'est une question qui puisse être étudiée puis qui est un peu concomitante à celle-ci. Je ne suis pas très partisan du 16 ans parce que je trouve que c'est une perte de temps. Ou du moins, on devrait se poser la question qu'on est en train de se poser ici auparavant, puis après, on pourrait déterminer si on veut en même temps réduire ça à 16 ou 17 ans. L'autre proposition, hein, on l'a mentionné, c'est celle d'octroyer un droit de vote direct aux personnes mineures. Il y a seulement une minorité de personnes qui défendent ça et c'est une proposition, à mon avis, ridicule, hein, pour des raisons évidentes. La seule importance de mentionner ça ici, c'est que il va de soi que l'exercice de ce droit de vote-là pour les personnes mineures doit être indirect, hein, et que c'est la meilleure manière qu'on puisse en arriver à l'objectif en question qui est de représenter les droits politiques des personnes mineures. Les personnes qui défendent le droit de vote direct, hein, vont arguer que, encore une fois, sur l'idée de droit de vote libre, entre autres, et éclairé, puis donc pour pas faire en sorte que les parents pourraient, exercer un droit de vote qui ne serait pas nécessairement celui de l'enfant, hein, ce qui est une possibilité, mais quand même, je pense pas que ce serait comme intentionnel pour les parents de voter pour un parti qui va contre l'intérêt de leurs enfants. Là. Ils pensent, au moins ils penseraient à voter dans le bon sens. Mais cette logique-là, hein, c'est pas anodin que ça surgisse des États-Unis comme pensée, qui est une pensée très individualiste puis un petit peu ridicule à certains points de vue. Entre autres dans cette catégorie-là, je pense qu'on peut inclure cette idée-là. Je voulais faire un petit commentaire. Qu'est-ce que j'avais dans l'esprit? Ouais, c'est ça. Il y a cet argument-là qu'il pourrait arriver que les parents ne... Bon, premièrement, il faut dire que
il faut que ça soit quand même bien signifié aux représentants légaux qui vont exercer le droit de vote au nom de la personne mineure. Et puis donc dans ses intérêts à elle. Mais ceci étant dit, s'il peut arriver que le parent fasse peut-être un mauvais choix ou un choix qui ne serait pas celui de la personne mineure si la personne mineure était capable de voter, ça dépend de son âge, là. Le désavantage qu'il peut avoir là est extrêmement insignifiant par rapport au désavantage de ne pas octroyer de droit de vote indirect aux personnes mineures. En ce sens que on parle de 18 à 20 de la population dans les sociétés développées. Ailleurs, ça peut monter jusqu'à 30-35. Et donc, c'est quand même une quantité importante de citoyens qui ne sont pas représentés. Et s'il y aurait une fraction de gens qui, exerceraient ce droit de vote-là, dans cette perspective-là, ça ne me pose pas un grand problème moral par rapport au fait que il y a un cinquième de la population qui n'a pas de poids politique. Et de toute manière, je pense qu'il est plutôt évident que les représentants légaux ont à cœur leurs intérêts et que s'ils opteraient pour une formation politique qui ne serait pas la même que celle pour laquelle la personne mineure opterait parfois théoriquement, s'il était capable de réfléchir à la question, que c'est dans ce cas-là pas une question de mauvaise volonté, comme je l'ai un peu mentionné précédemment, mais davantage d'une erreur politique, d'un mauvais calcul politique ou d'une conception, d'une méconception de la chose. Et je vais revenir un petit peu à cette question-là juste après avoir terminé la suite d'idées dans laquelle on est ici. Donc, il y a l'idée 16 ans, il y a l'idée pas de droit, il y a l'idée de droit de vote direct, et l'autre idée, c'est évidemment de rien faire. Donc, c'est l'idée de maintenir le système tel qu'il est, et de priver donc les personnes mineures d'un poids politique dans nos institutions politiques, et toute la présentation qui vient d'être faite et les éléments qui vont suivre vont dans le sens de dire que les désavantages de faire ça sont majeurs, sont très importants, et que bien qu'il faille ici introduire l'idée d'un droit de vote indirect, il y a un précédent dans notre système politique pour ça, et les avantages de faire ça dépassent de manière faramineuse les désavantages du système actuel. En ce sens qu'il y a un problème grave et puis il faut le régler, et que les petits avantages du système actuel, ou insignifiants à mon avis, là, sont absolument ne pèsent pas fort dans la balance par rapport à la problématique qu'il y a devant nous. Bon. Ceci pour dire que, donc, sur ces propositions concurrentes-là, il n'y en a pas vraiment qui sont satisfaisantes. Rien faire, c'est pas satisfaisant. Avoir un droit de vote direct, c'est un peu ridicule. Et puis, réduire le droit de vote à 16 ans, ça a un effet mineur qui est sans importance, essentiellement sur le système politique. Qui a un petit effet, là, mais qui n'a pas une très grande importance, puis qui n'est certainement pas de l'amplitude du changement qu'on est en train de proposer. Ceci étant dit, j'aimerais en arriver un peu aux effets, à d'autres effets de l'introduction de ce nouveau droit-là. On a déjà discuté des intérêts politiques des personnes mineures, et le grand effet, c'est ça, c'est que leurs intérêts seraient représentés, et donc il y aurait un changement à l'intérieur de toutes les formations politiques qui devraient, en bon jargon, répondre à la demande, et faire en sorte qu'on réponde finalement aux intérêts de ces personnes-là. On ne pourrait pas tout simplement se contenter de la sous-représentation actuelle ou de la non-représentation de leurs intérêts actuels. Dans la logique un peu du système, mais un effet indirect qui se produirait aussi, c'est que, puis là, c'est un peu une histoire que je vais vous raconter ou une image que je vais vous donner, mais j'aimerais ça que vous fassiez l'effort un peu de vous imaginer que c'est en place, et puis que vous ayez des enfants si vous n'en avez pas, et que vous êtes autour de la table familiale au moment du repas. Et que c'est la campagne électorale, et que vos enfants ont, mettons, 10
14 et puis 17 ans. Hein. Et donc, il y a une discussion autour de la table sur comment est-ce qu'on va voter. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant un droit de vote indirect, hein, bien sûr, il y aurait ce genre de discussion-là. Hein. C'est pas parce que le parent décide de l'exercer lui-même qu'il ne va pas questionner ou parler à ses enfants pour savoir c'est quoi leurs opinions politiques. Au contraire, il y a intérêt à le faire, c'est la période électorale. Il va leur expliquer, tu sais, on a le droit de vote pour vous parce que vous êtes des personnes mineures. Et puis donc, c'est quoi votre avis sur qu'est-ce qui se passe, tu sais. Et à ce moment-là, il y a différentes postures selon les familles qui peuvent être choisies par les parents. Hein. Les parents, après avoir discuté de ça avec leurs enfants durant le camp de la campagne, pourraient dire, ben écoutez, vous voulez, tu sais, ou toi, ou selon si on a plusieurs enfants ou non, tu sais, vous voulez voter pour, ou nous prenons l'individu pour simplifier, hein, l'enfant en tant que tel, disons, toi, tu voudrais voter pour telle formation politique, hein. Moi, en tant que parent, j'aurais tendance à voter pour une autre. Sauf que, étant donné que c'est ta volonté, je vais voter dans ce sens-là. Tu sais, je vais exercer ton demi-vote dans ce sens-là. Hein. Peut-être que l'autre parent dirait, je pense en fait que tu fais erreur, puis voici pourquoi, tu sais, puis je vais exercer ce demi-droit de vote-là pour l'autre formation politique parce que je pense que cette formation-là va mieux servir tes intérêts. Tu sais. Donc, il y aurait ce genre de discussion-là. Donc, le parent pourrait en arriver à dire ça, mais pourrait être un peu plus libéral dans sa manière, puis aussi suivre la première voie qui a été proposée. L'autre chose aussi, c'est que, évidemment, si les parents réalisent que leur enfant, après 14 ans, s'intéresse à la chose politique, hein, qui a quand même des idées assez matures, puis qui a une perspective qui mérite d'être portée elle-même, pourrait lui dire, ben, considérant ces choses-là, je te remets ton droit, puis tu peux l'exercer toi-même. Hein. En l'occurrence, étant donné qu'il y a deux représentants politiques, les deux parents devraient remettre le droit pour que l'enfant puisse l'exercer complètement. Si un des deux parents le remet, hein, à ce moment-là, l'enfant aurait un demi-droit de vote, puis l'autre parent l'exercerait pour lui. Mais on comprend bien que, peu importe les scénarios, hein, que ça embarquerait d'une certaine manière, ça politiserait hein, les enfants dès 14 ans notamment, mais même un peu avant, hein, et qu'on peut imaginer que les enfants rentrent un peu plus dans la logique du système. Hein. C'est pas un système que je favorise en tant que tel, le système électoral, mais dans un bon système électoral, c'est pas mauvais, mais que ça les politise aux questions dans notre société à l'intérieur même du cadre familial. Autrement dit, au lieu d'avoir une rupture entre 17 et 18 ans où là le droit de vote apparaît puis qu'on le vote ou on ne vote pas, on aurait comme un moment pédagogique où le parent a une interaction avec les enfants sur la base de l'existence de ce droit-là. Hein. Qu'est-ce que je voulais ajouter donc? Ouais, un des effets indirects de ça, c'est sans doute que ça aurait c'est pas l'objectif immédiat, mais sans doute que ça aurait un double effet sur l'augmentation des taux de participation. Hein, en ce sens que les parents, voyons, les enfants seraient déjà, auraient été portés à réfléchir à ces questions-là auparavant, plus que maintenant, parce qu'il y a un droit effectif qui est là au lieu d'être seulement une possibilité ou une éventualité qu'on va avoir 18 ans, comme c'est le cas actuellement, mais aussi pour une autre raison. Hein. Donc, autrement dit, les enfants seraient un peu acculturés à ce système-là auparavant. Mais l'autre raison, c'est que dans le cas des parents, hein, qui décideraient de ne pas voter hein, présentement, là, il y aurait un incitatif supérieur à voter. Hein, dans ce sens qu'il y aurait un poids, ils seraient en train d'exercer un poids équivalent à l'importance de leur ménage, et donc il y aurait, disons, un vote et demi, deux votes ou deux votes et demi qui serait le leur et bien sûr celui de leurs enfants. Hein. Et donc il y a une distinction à faire, mais le fait que cette personne-là aurait par son choix, hein, ou par ses choix, entre guillemets, plus d'impact, nous permet de penser que
que les parents voteraient plus. Hein. Bien sûr, ce n'est pas la catégorie de personnes qui votent le moins, là, mais quand même, il y aura un certain petit effet sur le taux de participation lié à ça. Si vous me permettez de consulter mes notes. Bon, donc, il y aurait peut-être même des changements à l'école hein, qui pourraient qui seraient un peu liés à ça. Donc, il y aurait un ensemble de changements liés aux jeunes, notamment les jeunes entre 14 et 17, là, où la donne changerait sensiblement. La dernière question dont je veux traiter ici, hein, c'est que là, on a parlé du droit le plus communément, le plus commun, si on peut dire, pas le plus commun, mais le plus facilement compréhensible dans notre système politique, qui est le droit de vote, mais les personnes mineures et les autres personnes aussi ont d'autres droits politiques. Et incidemment, si on introduit des droits politiques indirects, hein, il va falloir qu'on introduise aussi un autre ensemble de droits. Dans ces autres droits-là, il y en a trois qui sont, sans faire de jeu de mots encore, plutôt mineurs en termes d'importance, mais qui, logiquement, hein, devraient aussi être attribués de manière indirecte aux personnes mineures. Ces trois droits-là sont, premièrement, le droit de pétitionner, hein, le droit de faire pétition, et donc, ce que ça voudrait dire, c'est que dans les pétitions légales, hein, il y aurait ce qu'on pourrait appeler des demi-signatures, hein, qui seraient exercées par le représentant légal d'une personne mineure. Donc, par exemple, si on fait une pétition pour sauver les belugas dans le fleuve Saint-Laurent, hein, les parents pourraient signer en leur propre nom, signeraient en leur propre nom, et on peut penser qu'ils signeraient aussi en indiquant que c'est une personne mineure hein, pour les personnes mineures, et donc il y aurait l'équivalent de demi-signature à ce moment-là. Ce qui, bon, alourdit un petit peu la chose pour les parents qui devraient prendre le temps de signer quelquefois, mais hein, ça donne quand même plus de poids aux intérêts ou à la perspective, dans ce cas-ci, là, de ce ménage-là en question. Un autre droit similaire, hein, c'est le droit de faire partie d'une formation politique. On peut penser que c'est un peu, peut-être aller loin, dire qu'on devrait donner ce droit-là de manière indirecte aux personnes mineures, mais si on leur donne un droit de vote à l'intérieur du système politique, il faut aussi que les partis politiques obéissent à ce même principe-là à l'interne. Hein? Et donc, ça devrait être un droit indirect aussi pour les personnes mineures d'être membres d'un parti politique. Hein? Donc, ce serait leurs parents qui exerceraient ce droit-là en leur nom. Et ce qui voudrait dire que les parents en question à l'intérieur des assemblées générales puis des différents organes des partis politiques auraient un poids conséquent. Hein? Je ne sais pas si, je me suis jamais posé la question en fait ici, si l'État... si cette question-là devrait être laissée à la discrétion des partis politiques eux-mêmes. Mais du moins, cette question-là va se poser. Je pense qu'on devrait peut-être même en venir à la mettre dans la loi, hein, à forcer peut-être les formations politiques qui ne voudraient pas aller dans ce sens-là, d'y aller quand même, mais probablement qu'ils le feraient de toute manière. Ceci pour dire que ça figure parmi les droits, ce type de droit-là. Il y a un autre droit aussi qui est là quand même conséquent en point de vue politique, hein, qui est le droit de financer une formation politique. Hein. On sait qu'il y a une limite à la quantité de bidous ou d'argent en meilleur français qui peuvent être donnés à des formations politiques. Et donc, au Québec, présentement, c'est 100 $. Hein. Et donc, dans le cas d'un parent, hein, il pourrait bien sûr contribuer, aller jusqu'à la contribution maximale pour lui-même ou elle-même, mais cette personne-là pourrait aussi décider de donner un montant supplémentaire jusqu'à la hauteur de 50 $ en l'occurrence pour chaque enfant qui est sous sa garde, entre guillemets, qui est représenté par elle.
Et ce que ça fait, bien évidemment, c'est que là, encore une fois, on tient compte avec ce droit-là bon, c'est un droit, puis un droit dont certains ne voudraient peut-être pas se prémunir, mais qui est nécessaire de donner aux parents aussi, aux représentants légaux. Ceci étant dit, il y a deux autres droits qui... puis là, c'est juste une question de logique. Hein? C'est juste une question que si les personnes mineures sont des citoyens comme les autres, finalement, à part le fait que ce droit-là est exercé indirectement, il faut étendre ces droits-là à d'autres sphères. Les deux derniers droits sont des éléments qui, présentement, n'existent pas dans notre système politique, mais qui ont déjà été discutés ou qui vont être discutés dans les présentations futures, puis donc il convient quand même de mentionner ici qu'il faudrait aussi avoir ce type de représentation indirecte-là pour ces droits-là. Le premier, on en a discuté, c'est le tirage au sort. Et là, ça a quand même une influence majeure, encore une fois, donc c'est pas juste sur les institutions élues, mais ça aurait une influence sur toutes les institutions tirées au sort, en ce sens que pour illustrer la chose, hein, le nom des enfants serait aussi dans le chapeau. Et quand on tire au sort, si on tire une personne mineure, hein, il y aurait là, il faudrait qu'on détermine, il va falloir qu'on retire au sort pour déterminer lequel des deux représentants légaux va exercer la représentation, mais essentiellement, il y a des gens dans l'Assemblée constitutionnelle, il y a des gens dans l'Assemblée citoyenne, il y a des gens dans d'autres institutions citoyennes qui représenteraient la personne mineure. Hein, on ne peut pas envoyer les deux parents avec un demi-droit de vote, là, c'est un peu trop lourd, mais la chose logique à faire, c'est de tirer au sort entre les deux pour déterminer laquelle a été choisie par le sort pour représenter les intérêts politiques de la personne mineure en question. Ce qui poserait un problème théorique, enfin, je ne sais pas si... ce droit-là, il est absolument nécessaire, mais il y a un problème, une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que le parent aurait le droit d'émanciper politiquement son enfant à partir de 14 ans, puis lui permettre de se représenter directement dans une assemblée comme celle-là? Je ne le sais pas. En toute français, je me suis jamais... je viens d'avoir l'idée présentement en faisant la présentation. Je ne me suis pas posé la question avant. Cette idée-là d'émancipation politique, je l'ai créée pour le droit de vote. Dans ce cas-ci, c'est discutable. Hein? C'est fortement discutable si ce droit-là devrait être octroyé aux parents ou non. Hein? Ce qui l'est moins ou ce qui l'est absolument pas, c'est que si une personne mineure est pigée, disons, pour un mandat de 3 ans, un mandat qui en l'occurrence serait long, hein, et que le parent exerce ce droit-là au début, mais qu'entre-temps la personne mineure devient majeure, hein, automatiquement la personne l'ancien mineur qui vient de devenir majeur, exercerait directement se représenterait elle-même essentiellement au sein de l'institution citoyenne en question. Hein? Donc, il y aurait des circonstances comme ça à prévoir, mais encore une fois, c'est étendre avec la même logique, hein, ce droit-là. Le dernier droit politique dans la liste que j'ai faite, qui sont essentiellement des exemples, il y en a peut-être qui s'ajouteraient, hein, c'est que plus tard, on va parler d'un système qu'on appelle des bons citoyens, en anglais des vouchers, donc un genre de chèque, hein, que le gouvernement donnerait aux citoyens, qui leur dirait, vous pouvez l'octroyer à un type d'organisation particulier, mais à l'intérieur de ce type-là, l'organisation de votre choix. Hein. En l'occurrence, on va parler de ça, donc on va parler des médias indépendants dans la section 8.3. Donc, qui va suivre celle-ci dans pas long. Dans ce cas-là, par exemple, l'État pourrait dire, on va vous donner 200 $, hein, et vous pouvez donner ce montant-là en le divisant ou dans une somme ronde aux médias indépendants de votre choix. Hein. Dans ce cas-là, hein, les personnes mineures auraient aussi ce droit-là, et ce droit-là serait aussi exercé par leurs représentants légaux. Et dans cette éventualité-là,
là, j'aurais moins de problèmes, ou du moins la question ne se pose pas, du moins dans mon esprit, que si les parents décideraient d'émanciper politiquement leur enfant, que ce droit-là ferait partie des droits qui seraient transférés directement à la personne mineure. Hein? Tout comme la représentation dans les partis politiques pourrait aussi l'être par ailleurs. Puis donc, il y aura la question là, de l'émancipation, comment elle se pose pour ces autres questions-là, à part la représentation dans les institutions citoyennes, où il y a une question qu'il faut qu'on se pose. Je ne suis pas en train de dire que je prends un bord ou l'autre, mais pour la plupart des autres droits, là, la pétition aussi, techniquement, là, l'enfant pourrait être émancipé politiquement. Et donc, hein, on le voit qu'il s'agira de mettre en place un système, une logique qui, selon les droits politiques qui peuvent être créés dans l'avenir dans des États réellement démocratiques, hein, qui pourraient là être fonctionnels et que les personnes mineures auraient une représentation indirecte pour exercer leurs droits en attente de l'âge de la majorité. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais dire. Évidemment, je suis quand même bien conscient qu'il y a une réflexion, entre guillemets, plus profonde à faire. J'ai quand même présenté en gros ce que je voulais dire, mais je suis conscient que c'est quand même une grosse question. Et puis peut-être revenir sur ce que j'ai dit à l'initial, c'est tellement une grosse question qu'on ne peut pas tout simplement la traiter sur un coin de table et qu'il va falloir avoir une assemblée constitutionnelle pour s'y pencher et s'assurer que le système mis en place est bien rodé, hein, et fonctionnel et absolument juste, hein, bien sûr. Et donc, ça illustre un petit peu, puis c'est le premier dans une série de X, hein, dans la partie 8.3, qui illustre la nécessité finalement de mettre en place, encore une fois, une assemblée constitutionnelle pour qu'on puisse se pencher sur ce genre de questions-là. Il ne serait pas du tout, on peut, si un État mettait en place une mesure comme celle-là, premièrement, je pense que c'est absolument juste, hein, expliquer comme je viens de le faire. Je pense que pour la plupart des gens, même il y a certaines personnes qui vont clairement être enchantées par l'idée, hein, qui n'ont peut-être pas été initiées à cette idée-là auparavant, mais il me semble absolument juste de mettre cette mesure-là en place, hein, mais on peut imaginer que l'impact plus large de ça, hein, si tous les États occidentaux mettaient en place une mesure comme celle-là, dans un cadre de 10-20 ans, peut-être 20 ans, on peut penser qu'il y a certaines questions politiques qui avanceraient plus vite. Hein? Je les ai déjà nommées quand j'ai parlé de l'intérêt politique des personnes mineures, mais pensons notamment à la question de l'environnement. Hein? Je ne vois que d'un œil positif cette mesure-là dans cette perspective-là, hein? En ce sens que c'est clair que ça augmenterait l'appui potentiel à toutes les formations qui défendent, qui ont un point de vue sensé par rapport à la question écologique. Hein? Et que si on multiplie ça par l'ensemble de pays qui pourraient suivre dans la voie d'un changement comme celui-là, on peut aussi, et c'est quand même pas un argument totalement bénin, se dire oui, ça serait intéressant pour le Québec, mais en tant qu'exemple pour le reste du monde, ça pourrait aussi provoquer, pas exactement une révolution, mais un changement quand même significatif dans l'orientation du monde à moyen terme. Hein? Et qu'il faut peut-être prendre en compte ce type de propos-là ou de raisonnement-là dans la considération qu'on donne à une proposition comme celle qui vient de vous être faite. Donc, je pense que je vais m'en tenir à ça. Peut-être que je sais pas, peut-être que je ferai une autre présentation un peu plus courte ou sur d'autres éléments qui gravitent autour de cette question-là. Mais bon, dans ce cas-ci, j'étais préparé et je me suis fait un plan, là. Mais peut-être que d'autres questions me viendront à l'esprit. Mais bon, dans cette section-ci, du moins, hein, l'objectif, c'était essentiellement d'exposer l'objectif premier, là, initial, c'était d'exposer les éléments techniques de cette proposition-là, qui sont l'exercice indirect via les représentants légaux, hein, qui sont la nécessité de scinder le droit de vote pour les personnes mineures en deux, parce qu'il y a souvent deux représentants légaux, donc en demi-droit de vote, et troisièmement, qui sont la possibilité aussi de mettre en place un système où les parents pourraient émanciper politiquement
les personnes mineures à partir d'un certain âge, et j'ai proposé que ce soit à partir de 14 ans. Donc, entre 14 et 17, les parents pourraient se prévaloir de ce droit-là. Puis ensuite, on a discuté d'un ensemble d'autres questions liées là, à la proposition en général. Mais donc, retenir un peu ces trois éléments-là sont un peu les trois choses dont je voulais discuter ici. Voilà, je pense que je vais m'en tenir à ça. Il n'est pas... peut-être inintéressant de mentionner que dans la section 8, cette proposition-ci, quand même importante. On peut voir tout de suite qu'elle aurait un impact majeur puis que ce serait un changement très significatif dans nos systèmes politiques. Sauf que, puis là c'est un petit peu un preview que je vous donne sur ce qui suit, sauf que c'est probablement la question ou une des deux questions qui aurait le moins d'impact, qui est moins structurelle. Puis donc, dans les autres questions qu'on va se poser, on va se poser des questions encore plus en profondeur. On va un peu creuser, continuer de creuser, et trouver des thèmes, si on peut dire, qui auraient un changement plus important encore dans nos sociétés. Dans la proposition qui va suivre celle-ci, on va se pencher sur la question du mode de scrutin, et on va voir là que c'est une question qui est certainement d'une amplitude, d'une importance aussi grande que celle qui vient d'être traitée, sinon peut-être un petit peu plus. Et c'est surtout dans les autres qui vont suivre qu'on va voir qu'il y a des questions majeures là, qui pourront être posées à une éventuelle assemblée constitutionnelle au Québec qui ait le loisir de se pencher sur ce genre de magnifiques questions-là, j'ose le dire, qui sont quand même fascinantes. C'est des questions qui impliquent par la nature même de la question un changement important dans nos sociétés et qu'on va pouvoir donc en discuter dans les présentations qui vont suivre.